Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la main et des poignets et on va traiter le sujet de la fracture des protocoles et sa prise en charge kinésithérapique. Alors, la fracture de protocole désigne une fracture des radius et précisément une fracture de l'extrémité distale des radius, juste au-dessus des poignets. Cette fracture touche essentiellement les femmes âgées et elle concerne également les adultes, par exemple après un traumatisme. Un traumatisme qui peut survenir au cours de la pratique d'une activité sportive. La fracture de protocole compte parmi les fractures les plus fréquentes et les plus courantes qui touchent le poignet. Elle présente presque 80% des traumatismes des poignets. Les signes cliniques de cette fracture sont immédiats et le premier signe à citer, c'est quoi? C'est la douleur. Cette douleur peut être associée à une rougeur, ça veut dire un érythème, et une hyperthermie cutanée, ça veut dire une chaleur. Lorsqu'on touche la peau par notre main dans les environs de la fracture, on trouve une hyperthermie cutanée. Et aussi parmi les symptômes qui peuvent arriver dans ce cas, c'est l'impotence fonctionnelle, ça veut dire une impossibilité de réaliser les gestes et les mouvements de la main et des doigts. Et on trouve aussi un œdème, un gonflement qui peut apparaître au niveau de la zone qui est touchée et un hématome, c'est normal. L'hématome s'installe à cause des saignements de l'os. On peut également observer un déplacement de l'os. Et ce déplacement se manifeste par une déformation du poignet. D'accord? Alors maintenant, quelles sont les causes de la fracture de protocole? Bien sûr, on parle des fractures, c'est un traumatisme. Et le traumatisme peut arriver à n'importe quel moment. Mais il y a des facteurs qui peuvent augmenter le risque et multiplier le risque d'avoir ce type de fracture. Et la cause principale, c'est quoi? C'est la chute, tout simplement. La chute sur la main. Lorsque quelqu'un tombe, il place ses mains en position d'extension sur le sol pour amortir la chute. Dans ce cas, le choc qui est exercé sur le poignet peut être la cause d'une fracture de protocole. Surtout en cas d'une fragilité osseuse. Par exemple, chez les personnes qui souffrent de l'ostéoporose, les femmes après la ménopause, les personnes âgées et même les enfants, les enfants qui sont en pleine croissance, etc. D'accord? Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de développer une ostéoporose. Comme par exemple le manque de la vitamine D. La vitamine D joue un rôle très important dans l'absorption des calcium par l'intestin. Donc, on a le manque de la vitamine D et aussi le manque de calcium dans l'alimentation sont parmi les causes de la fragilité osseuse. Et aussi, la consommation des tabacs, c'est un point qui est très important. La plupart des personnes ne savent pas l'impact péjoratif des tabacs sur l'os. Le tabac et aussi l'alcool. Le tabac et l'alcool exercent une action nocive directe sur l'os. D'accord? Et aussi parmi les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'avoir une ostéoporose, c'est la prise de certains médicaments pendant une longue durée, comme par exemple les corticoïdes. Parmi les effets indésirables des corticoïdes, c'est quoi? C'est la fragilité osseuse. Pas seulement les corticoïdes, il y a plusieurs traitements qui peuvent entraîner ce problème, comme par exemple la chimiothérapie, comme les traitements anti-hormonaux, les traitements anti-hormonaux qui peuvent être utilisés en cas d'un cancer des seins, bien en cas d'un cancer de la prostate, etc. Quoi d'autre? On peut parler aussi de certaines maladies, comme par exemple l'hyperthyroïdie, comme les maladies rhumatismales, et surtout les maladies inflammatoires, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde et la pelvispondylite rhumatismale, bien ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante, etc.
D'accord? Donc en général, il y a un grand risque d'avoir une fracture de protocole chez ce type de patient. Et ce n'est pas la seule cause. Des fois, on trouve un sportif qui est en train de pratiquer une activité sportive et soudainement il tombe. Et il essaie d'amortir la chute par ses mains. C'est un réflexe. Et le choc violent sur la main peut entraîner une fracture de protocole. Alors maintenant, on passe au traitement. Bien sûr, le traitement se diffère selon le malade, selon l'état général des malades, selon l'activité des malades, est-ce qu'il est sportif ou pas, etc. Et selon la fracture elle-même. Alors, en cas d'absence de déplacement, s'il n'y a pas un déplacement, ou bien en cas d'un déplacement qui est minime, on pose un plâtre, ou bien une contention pour immobiliser le poignet. Et cette immobilisation doit rester 6 semaines, 1 mois et demi. Après 1 mois, le malade peut refaire la radio et selon le résultat de la radio, le médecin décide est-ce qu'il faut enlever le plâtre ou bien il faut le garder jusqu'à la 6e semaine. Mais dans la plupart des cas, le plus souvent, l'immobilisation plâtrée reste 6 semaines. Rappelez-vous bien de ça. Sinon, en cas d'une présence d'un déplacement, s'il y a un déplacement de l'os, le chirurgien doit pratiquer une réduction de la fracture. Ça veut dire quoi, une réduction de la fracture? Ça veut dire qu'il essaie de réaligner les fragments osseux dans la position normale et dans la position physiologique. D'accord? C'est une opération qui est douloureuse. Hein? Elle se fait sous anesthésie locale ou bien sous anesthésie générale. Et en cas d'une fracture qui est grave, le médecin peut passer directement à la chirurgie par l'ostéosynthèse. D'accord? Donc on a 3 situations différentes. La première situation, c'est la fracture sans déplacement, ou bien avec un déplacement qui est minime. Et dans ce cas, le plâtre peut résoudre le problème. La deuxième situation, c'est la fracture avec un déplacement de l'os. Et dans ce cas, le chirurgien doit pratiquer une réduction de la fracture. Et la troisième situation, c'est le cas le plus difficile qui nécessite la chirurgie par l'ostéosynthèse. Alors, maintenant, on passe à la rééducation proprement dite. Bien sûr, la kinésithérapie est omniprésente. Et le kinésithérapeute intervient dans tous les cas, soit en cas d'un traitement orthopédique et aussi en cas d'un traitement chirurgical. Et la kinésithérapie joue un rôle qui est à la fois curatif et préventif. Elle joue un rôle curatif dans la récupération des amplitudes articulaires perdues et dans la récupération de la force musculaire. Et elle joue un rôle préventif dans la lutte et dans la prévention contre l'algoneurodystrophie. Alors, en cas d'un traitement orthopédique, on a 2 phases. La première phase, c'est la phase d'immobilisation, ça veut dire la période de plâtre. La deuxième phase, c'est après l'immobilisation, ça veut dire après avoir enlevé le plâtre. Alors, pendant la période du plâtre, le rôle de la kinésithérapie est basé sur la mobilisation et sur la surveillance. Concernant la mobilisation, il faut mobiliser le poignet et le coude, si possible, et aussi l'épaule, en cas d'un plâtre antibrachial. Et lorsque je parle de la surveillance, je veux dire la surveillance du plâtre. Il faut surveiller le plâtre. Il faut voir le plâtre, comment il est. Est-ce qu'il est trop serré? Hein? Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention parce qu'il y a un grand risque d'avoir une cyanose et un gonflement, ce qui peut entraîner un syndrome de Volkmann. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent. Et aussi, il faut lutter contre l'œdème par la surélévation des membres supérieurs. Hein, le membre supérieur qui est atteint.
D'accord? Le malade doit mettre le membre supérieur qui est atteint en position d'équilibre pour lutter contre les troubles circulatoires. Alors, dans la deuxième phase, ça veut dire après avoir enlevé le plâtre, le malade se présente avec des signes généraux, comme par exemple la douleur, comme la raideur, comme la myotrophie et le gonflement, etc. Et dans ce cas, on trace les objectifs de notre prise en charge selon l'état des malades et en fonction des signes associés. En bref, on commence par l'application de la chaleur. C'est la thermothérapie. On peut utiliser aussi l'électrothérapie antalgique. Après, on fait un massage. On fait un massage au niveau de la main, au niveau de l'avant-bras et au niveau des bras. Et on insiste sur des manœuvres décontracturantes pour limiter les contractures musculaires, surtout au niveau des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras. Et on fait appel à des manœuvres circulatoires pour lutter contre l'œdème. Et cela entre dans le cadre de la prévention contre la goneurodystrophie. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. La kinésithérapie joue un rôle qui est à la fois curatif et préventif. D'accord? Et aussi, on fait un massage transversal au niveau de la paume de la main. Le massage transversal qui permet de diminuer la douleur dans les points douloureux et dans les insertions douloureuses au niveau de la paume de la main. D'accord? Donc, on fait un massage décontracturant et circulatoire et on fait un massage transversal au niveau de la paume de la main. Quoi d'autre? Il y a aussi l'hydrokinésithérapie. L'hydrokinésithérapie qui peut être utile dans ce cas. Elle consiste à faire des exercices de mobilisation solo. On fait aussi la mobilisation passive. On fait la mobilisation passive et on fait des postures en cas de présence des raideurs résiduelles. Et après, on passe au renforcement musculaire. On fait un renforcement qui est progressif avec une résistance qui est progressive. On doit renforcer tous les muscles qui interviennent dans la fonction de la main, et notamment les épicondyliens latéraux. Les épicondyliens latéraux, comme par exemple le muscle supinateur, le long et le court extenseur radial des carpes, le long extenseur radial des carpes et le court extenseur radial des carpes, et le muscle extenseur commun des doigts et le muscle extenseur des petits doigts. D'accord? Donc, on fait un renforcement musculaire qui est progressif de ces muscles et il faut renforcer normalement tous les muscles qui sont notés déficitaires au niveau des membres supérieurs. D'accord? Par exemple, s'il y a une faiblesse des biceps ou bien des triceps, il faut le renforcer. D'accord? Quoi d'autre? Après le renforcement musculaire, on passe à la prochaine étape. C'est quoi? C'est la réadaptation fonctionnelle. Ça veut dire quoi la réadaptation fonctionnelle? Tout simplement, ça veut dire qu'il faut aider le malade à récupérer la fonction de la main et des doigts. On travaille les prises pour que le patient puisse être capable de prendre les objets par sa main, etc. On travaille toutes les prises possibles. Les prises bidigitales, la prise tridigitale, ça veut dire l'appréhension par 3 doigts, la prise quadridigitale, ça veut dire l'appréhension par 4 doigts, et la prise palmaire et digito-palmaire, ça veut dire l'appréhension par les 5 doigts et par la paume de la main. D'accord? Donc, la dernière étape de la prise en charge kinésithérapique, c'est la réadaptation fonctionnelle. Et il ne faut pas oublier l'ergothérapie. L'ergothérapie joue un rôle très important dans ce cas. Elle peut offrir plusieurs possibilités fonctionnelles. D'accord? Alors, en cas d'un traitement chirurgical, la kinésithérapie est toujours présente et normalement après l'opération, une courte immobilisation plâtrée est nécessaire. Et cette immobilisation plâtrée doit rester 3 semaines. D'accord? Et le matériel, ça veut dire l'osteosynthèse, doit être enlevé et retiré
après 6 semaines. D'accord? Donc, l'immobilisation reste 3 semaines, ça veut dire 21 jours. Et le matériel, ça veut dire l'ostéosynthèse, doit être retiré après 6 semaines. Ça veut dire 45 jours, un mois et demi. D'accord? Et dans ce cas, la kinésithérapie est identique à celle des traitements orthopédiques. D'accord? C'est tout ce qu'on a déjà décrit tout à l'heure concernant la prise en charge kinésithérapique en cas des traitements orthopédiques ou bien les traitements conservateurs. Et précisément dans la deuxième phase, ça veut dire après l'ablation du plâtre. D'accord? C'est le même protocole. Il faut respecter la règle de la non-douleur. Il faut respecter la règle de la progressivité. La kinésithérapie doit être indolore et progressive. Et on commence par la préparation de la musculature. Il faut préparer les muscles au travail actif par le massage et par la physiothérapie, etc. Puis on passe à l'entretien articulaire. Il faut récupérer le mouvement de flexion-extension et le mouvement de la pronation et la supination. Et aussi, on travaille le mouvement de l'inclinaison radiale et de l'inclinaison cubitale, mais sans déclencher la douleur. C'est un point qui est très important. Il ne faut pas déclencher la douleur. On fait un travail qui est doux et progressif. Et après l'entretien articulaire, on passe au travail musculaire et on termine par la réadaptation fonctionnelle.